Multi-21's here. Yeah, Multi-21. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Multi-21. Je suis avec Pierre Mesley. Pierre, comment vas-tu ? Bonjour à tous, écoute, ça va bien et toi Clément ? Eh ben ça va bien, deuxième semaine de suite en Italie et deuxième Grand Prix mouvementé. On va en parler en long et en large. Alors déjà Pierre, avant toute chose, qu'est-ce que tu as pensé de ce circuit du Mugello, toi qui faisais pas partie de ces présentations la semaine dernière ? Écoute, le Mugello, je le connaissais un petit peu avec le MotoGP. C'est un circuit qui est un petit peu typé Barcelone avec pas mal de dénivelé. Par contre, à l'inverse, une seule grosse pleine charge avec le DRS. On n'avait pas trop de références au niveau F1, etc. Et écoute, cette première édition, on va dire, au Mugello, je ne sais pas s'il y en aura d'autres. Mais c'était une expérience intéressante. Le tracé offre une configuration et des possibilités vraiment pas mal. Effectivement, donc un tracé surtout un peu à l'ancienne avec des graviers, ce qui nous a amené à ce premier accrochage en début de course qui a directement mis Pierre Gasly et Max Verstappen, 2 des 4 vainqueurs de l'année, out après seulement 2 virages et demi. Et puis du coup on s'est retrouvé derrière la safety car et une relance. Et alors là Pierre, je vais te demander, lorsqu'on n'a qu'une seule grande ligne droite, que la ligne de safety car est en plein milieu de cette ligne droite et qu'on a un circuit où on sait que l'aspiration va jouer sur cette ligne droite, est-ce qu'il faut relancer comme ça ou est-ce qu'il faut relancer à l'arrêt ? Ta question elle est un petit peu compliquée. Au niveau du règlement de la FIA, ce qui est indiqué, il me semble, c'est que déjà c'est le leader qui dicte le rythme au niveau de la relance. Et tout se fait maintenant électroniquement, grosso modo. C'est-à-dire, dès que tu vois les petites lumières vertes, t'appuies sur la pédale de droite et puis advienne que pourra. Là, ce qui s'est passé, c'est que on sait que cette année, les relances se font très tardivement. C'est-à-dire, au niveau de la direction de course, de ce que j'ai compris, ils ont voulu relancer très tard pour permettre qu'il y ait des attaques un petit peu de tous bords. Mais les pilotes étaient tellement espacés entre eux que ça a fait un effet accordéon, et je te laisse expliquer un petit peu sur ce qui a pu se passer vers le milieu du peloton. Au niveau des leaders, ça s'est bien passé, mais c'est vers le milieu du paquet où ça s'est un petit peu bousculé. Alors tout à fait, ouais. Donc sur cet énorme crash qui est arrivé lors du restart, déjà les départs un peu comme ça, avec des voitures très ralenties et empaquetées avant la ligne, on en a vu au Brésil l'an dernier, Max Verstappen l'a parfaitement fait. Et lorsque toutes les voitures se suivent, ça marche bien. Toi qui es un amateur d'IndyCar et de NASCAR, tu ne me contrediras pas. Les restarts où tout le monde est collé et à peu près à la même vitesse, même s'il y a un crash, c'est pas très dangereux. On est d'accord ? Non, on est d'accord. Après, je suis plus NASCAR qu'IndyCar. Il y avait eu, il y a plusieurs années, plusieurs problèmes et des contestations des pilotes en NASCAR au moment des relances, etc. C'est-à-dire que on savait pas trop quand fallait relancer. C'était toujours le gars qui était en tête qui relançait. Du coup, pour couper court à toute polémique, ce qui a été instauré, c'est donc ils sont en paquet, donc deux par deux, et tu as une zone d'accélération. C'est-à-dire dans cette zone d'accélération, si le leader à un moment donné tarde trop ou dépasse la zone, si tu es deuxième, toi tu peux envoyer, tu prends la tête et puis c'est terminé. Effectivement, là ce qui ne s'est pas passé puisqu'on ne doit pas dépasser avant la ligne. Et alors pour rappeler les faits, donc tout le monde se suivait dans le peloton et il y a eu un gap d'effectué entre le 8e et le 9e, c'est-à-dire entre Lando Norris et Daniel Kvyat. Daniel Kvyat a laissé un peu d'espace vers Lando Norris, sûrement pour pouvoir attaquer au dernier moment et arriver avec plus de vitesse sur la ligne. Ce qui s'est passé, c'est que, étant donné que Daniel Kvyat s'est aperçu que l'ami Bottas ralentissait jusqu'au dernier moment, il est revenu se loger assez lentement derrière Lando Norris. Ocon, qui le suivait au train, a fait la même chose, bien évidemment. Mais c'est le pilote qui était derrière eux qui avait laissé lui aussi un espace. George Russell avait laissé un espace et a décidé de le combler d'un seul coup quand il a vu Kvyat et Ocon se coller à Lando Norris. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que lorsque Russell est arrivé sur eux, il est arrivé beaucoup trop vite et a freiné en s'écartant vers la droite. Magnussen, qui le collait, a dû freiner lui aussi encore plus fort, mais a freiné plein centre. Et les 3 pilotes qui le suivaient sont venus le percuter, c'est-à-dire Latifi, Giovinazzi et Sainz. Donc on s'est retrouvé avec 4 pilotes out.
Et finalement, en fait, les seuls pilotes qui n'ont pas eu de réprimande sur leur comportement lors de ce restart, c'est les 3 qui étaient en tête, c'est-à-dire Bottas, Hamilton, Leclerc, qui ont suivi la procédure les uns les autres sans faire aucun zigzag, sans faire de coups d'accélération. Et les 3 derniers, Grosjean, Raikkonen et Vettel, qui, en vieux briscard tous les 3, avaient laissé un léger espace derrière ce groupe de jeunes fous, Russell, Magnussen, Latifi, Giovinazzi, Sainz. Et c'est aussi ce qui leur a évité de se cracher. Donc au final, si on regarde les images que nous a livrées la FIA dans ces dernières heures, au moment où on enregistre, eh bien, le coupable le plus prononcé, c'est George Russell et pas Valtteri Bottas. Mais de toute façon, le principal problème de ce crash, c'est, tu l'as dit, en NASCAR, on repart tous à peu près dans la même zone d'accélération et donc on accélère tous en même temps. Là, c'est le différentiel de vitesse qui a créé la dangerosité de ce crash. On espère pas en revoir, mais il faudrait quand même plancher là-dessus pour la suite. Je pense qu'au niveau de la FIA, il faudra peut-être clarifier ce point pour qu'on n'ait pas une situation rocambolesque comme celle qu'on a vécue cet après-midi où du coup on se retrouve avec un drapeau rouge, une course entièrement neutralisée et ça casse un peu le rythme. Par contre, je trouve que suite à un drapeau rouge, on repart sur la grille départ arrêté. Moi ça me semble pas mal. Je pense que si on est sous VSC, bon de toute façon quand il n'y a plus la VSC ça repart et puis c'est bon. Si on juge en fonction des tracés que la situation est trop dangereuse, ça pourrait être tout simplement de faire repartir sur départ arrêté. Effectivement, ouais, cette règle du départ arrêté donc, qui fonctionne sous drapeau rouge depuis 2018 et qu'on avait vu pour la première fois en application depuis la semaine dernière, on l'a eu 2 fois en application cette semaine puisqu'on l'a eu non seulement après ce premier crash hyper violent qui a obligé qui a obligé la FIA à mettre un premier drapeau rouge, mais aussi après le crash de Lance Stroll, ce second drapeau rouge qui a permis aussi à un motoriste de sauver les meubles, c'est Ferrari qui a pu placer 3 voitures dans les points du coup avec Leclerc, Raikkonen et Vettel. Ferrari qui pourtant, que ce soit avec son écurie ou ses clients, a quand même eu du mal pour son 1000e Grand Prix en F1. Ah oui, très clairement. Enfin, on sait que Ferrari et les Grands Prix anniversaires, c'est une longue histoire de rendez-vous manqués, dirons-nous. Écoute, 1000e Grand Prix, bon, la livrée était sympa. Après, malheureusement, bon, Leclerc fait un petit peu illusion en qualification hier. Vettel se retrouve avec une moustache en moins dans l'accrochage du premier tour. Derrière, pas de rythme. On entend à la radio, on dit à Leclerc, on passe au plan B. 2 tours plus tard, on passe au plan C. Bon, je me dis que sur une course de 59 tours, on a une chance d'arriver au plan Z, quoi. Donc, Et c'est la 2e fois parce que la semaine dernière déjà on était passé par différents plans. Là on a vu même Charles Leclerc à un moment qui a dit faites ce que vous voulez, je m'en fiche, de toute façon la voiture est trop lente. La façon dont Kimi Räikkönen, dont Romain Grosjean, dont Sébastien Vettel ont parlé à la radio de leurs problèmes en ligne droite de vitesse de pointe, on s'est retrouvé en fait pour ces pilotes à moteur Ferrari dans des situations quand même vachement embarrassantes et dans une situation où au milieu de ces 4 pilotes là on avait un George Russell dans sa Williams qui en pneus pourtant plus durs que Grosjean, que Leclerc et que Vettel, et avec les mêmes pneus que Raikkonen, arrivaient à parfaitement rivaliser et même à faire un gap avec ces 4 pilotes, ce qui était quand même assez embarrassant. C'est ça. Alors, ça montre d'une part, je pense, les progrès de Williams et ça fait plutôt plaisir. Par contre, ça fait moins plaisir au niveau de la régression de Ferrari. Et on en est quand même à parler de cette écurie qui limite se bat avec des Williams. Même l'AlphaTauri, elle semble au-dessus de la Ferrari. Donc il y a quand même des questions à se poser. Jolie prestation de Raikkonen. Je pense qu'il n'était pas très content sur plusieurs points. Premier pit stop, il est resté plus de 12 secondes immobilisé. Donc dans la radio, il a un petit peu gueulé et il avait raison. Derrière, il y a la voiture de sécurité, il rentre un petit peu au dernier moment. Oui, c'était dangereux, ok, mais il y avait personne, donc bon, il se fait pénaliser, d'accord. C'est la règle. Après, C'est la règle. Comment dire. Et puis Alfa Romeo s'est fait avoir la semaine dernière avec une règle de pit stop. À un moment, c'est bon, les écuries qui gèrent mal leur stratégie. On a parlé de Mercedes et d'Alfa Romeo la semaine dernière. Une des deux refait la même chose cette semaine. On va pas non plus chaque semaine être tolérant avec ces écuries-là. Non, je vais pas chipoter. Mais ceci dit, ça m'a fait plaisir d'entendre un Kimi Räikkönen râleur à la radio.
J'ai l'impression que toutes ces mésaventures, ça l'a un petit peu galvanisé sur la fin de course. Ça l'a tellement bien galvanisé qu'il termine entre les deux Ferrari et on s'est rendu compte que les deux Ferrari n'étaient pas en mesure de le rattraper en fait. Il était plus rapide que les deux Ferrari. Effectivement, il termine derrière Charles Leclerc à cause de cette pénalité, mais sinon il était devant. Et puis il faudra se poser la question pour 2021 avec ces voitures qui vont très peu être modifiées. Espérons que Ferrari retrouvera peut-être un petit peu de compétitivité moteur parce que pour les mecs comme Charles Leclerc, comme Kimi Raikkonen, comme Kevin Magnussen, comme Romain Grosjean, et on sait pas, et comme Carlos Sainz, on ne sait pas qui aura d'autres pour l'instant, mais pour ces mecs-là, quelle est la motivation à être là en 2021 avec un moteur pareil? Ça, c'est une question qu'on pourra se poser, bien évidemment. Petite pause dans cette vidéo pour vous dire de vous abonner, c'est très important, ça nous aide énormément pour la chaîne. On est de plus en plus actifs, non seulement sur la F1, mais sur les autres catégories de sport auto et moto. On va arriver avec de plus en plus de contenu, que ce soit des contenus podcast ou vidéo. Donc abonnez-vous, n'hésitez pas aussi à mettre la petite cloche, c'est important. On est là après chaque Grand Prix, on est là après chaque fin de saison. Et laissez un petit commentaire sur chacune des vidéos. N'hésitez pas à partager votre avis, que vous soyez d'accord ou pas avec nous. C'est très intéressant et votre retour nous sert énormément. Voilà. Alors, pour revenir très rapidement sur le résultat de la course, hein, donc comme tout le monde l'a vu, Hamilton est premier devant Valtteri Bottas et troisième, enfin, un premier podium pour Alexander Albon. On l'attendait celui-là. Eh ben écoute, oui, il y avait eu le Brésil 2019, il y avait eu aussi l'Autriche comme premier Grand Prix au mois de juillet où à chaque fois il y avait ce diable d'Hamilton qui était dans les parages et qui en fait par deux fois l'a empêché de réaliser son premier podium. Là il n'y avait pas de danger, Hamilton était devant, il n'était pas derrière lui. Donc bah écoute, Albon bon, il a fait sa course, il était bien après son premier pit stop. Il menait la chasse sur Lance Stroll et Ricciardo. Il y a eu la sortie de route de Lance Stroll et puis bah derrière il lui a fallu un petit peu de temps, il a travaillé Ricciardo en férocité, puis finalement c'est passé. On a même cru à un moment donné qu'il allait même attaquer Bottas. Bon, finalement il est rentré dans le rang, mais ça y est, premier podium pour Alex Albon. Bah, c'est un petit peu dans la continuité de la victoire de Pierre Gasly la semaine dernière où on avait dit ça y est, il a gagné avec AlphaTauri, il mérite de retourner chez Red Bull. Albon il fait rien, etc. Finalement Albon quand il y a des courses un petit peu chaotiques et quand Verstappen n'est pas là, il arrive quand même à sauver un podium. Et moi je suis content pour lui en tout cas. Moi aussi, hein, parce que c'est vrai que il avait beaucoup de pression d'une part parce que ses trois petits compagnons du pool Red Bull, que ce soit Kvyat, Gasly ou Verstappen, ont fait des podiums lors de ces 2 dernières saisons, que ce soit avec la Toro Rosso, l'AlphaTauri ou la Red Bull, pas lui. On a souvent reproché en début de saison à Albon d'être un peu le poids lourd de l'écurie, le poids mort plutôt de l'écurie Red Bull, et que Max Verstappen devait le traîner, que ça l'handicapait au championnat constructeur. Aujourd'hui, il a fait une course très sérieuse. Tu l'as dit, hein, ce qui s'est passé pour lui l'année dernière au Brésil ou cette année en Autriche, ça devait lui trotter quand même dans un coin de la tête parce qu'on l'a senti très prudent sur sa façon d'amener derrière Ricciardo. Tu l'as dit, il a pris son temps en fait pour pouvoir dépasser Ricciardo, hein. Il n'a pas cherché à tout de suite attaquer, même lors du restart il a été très très sage, et finalement pour lui ça a payé tout ça, et on se retrouve avec un Alex Albon enfin sur le podium, avec un Thaïlandais enfin sur le podium, parce que c'est une question qui se posait, hein, même s'il est britannique à moitié. Beaucoup de gens se disaient on n'a pas eu de Thaïlandais sur le podium, c'est le deuxième Thaïlandais en F1, et même le premier n'était pas allé sur le podium, et finalement on se retrouve avec un Alexander Albon qui se détache de cette pression et qui maintenant va pouvoir sur la deuxième partie de saison un peu plus aider Max Verstappen dans la conquête d'éventuels titres constructeurs, même si ça paraît un peu mal barré maintenant. Ça paraît un petit peu mal barré. Je pense que Verstappen en fait demande peut-être trop à sa voiture. Le problème qu'il a eu au moment du départ, ça faisait un petit peu penser au problème qu'il avait rencontré à Monza. Donc peut-être qu'il demande beaucoup à sa machine justement pour pouvoir rester au contact des Mercedes. Ceci dit, sans ce problème,
J'aurais bien aimé le voir évoluer pendant la course. On a vu que Mercedes avait eu quelques difficultés avec les pneus, notamment au niveau du premier run. On a presque pensé qu'il y avait une crevaison lente pour Bottas. Ça aurait pu être intéressant qu'il soit dans les parages. Écoute, on verra ce que ça donne sur la fin de la saison. Tout à fait. Eh bien Pierre, je te remercie d'avoir analysé ce Grand Prix de Toscane, ce premier Grand Prix de Toscane avec moi. Bah écoute, de rien. Merci aussi à toi pour la recherche d'infos, pour tes explications, notamment par rapport à ce restart dangereux quand même. On va le qualifier tel qu'il est. Si on fait juste un petit bilan comptable, bon, pour Ferrari, au niveau du midfield, ça commence à devenir très très compliqué. Par contre, on va continuer à suivre de près la lutte entre Racing Point, McLaren et Renault. Des pertes pour chacun. C'est Ricciardo qui finit le mieux placé devant Norris et Perez. Donc à voir ce que ça donne dans 2 semaines, à Sochi. Effectivement, ouais. Donc on se retrouve pour le prochain Grand Prix de F1 dans 2 semaines à Sochi, tu fais bien de le préciser. Mais on sera de retour avant ça sur Multi21 puisque le week-end prochain, c'est les 24 heures du Mans. Pierre, à la prochaine. Salut à tous et faites gaffe à vous. À la prochaine.